Ulysse, reconnais-tu ma voix? Au féminin comme au masculin, l'émission Les Sirènes sont éternelles fera entendre les voix et pensées de musiciens, d'organisateurs de concerts, de techniciens du son, de disquaires, de formateurs, de médiateurs, de journalistes et de chercheurs. Les uns visibles par leur position institutionnelle, les autres invisibles, mais amants de musique qui font trace d'ailleurs, qui préparent les relèves ou maintiennent tes mémoires en vie. Les Sirènes sont éternelles, présentées par Cherso et Jean-Michel Lucas, cherchent à comprendre la place qu'occupe la musique dans la cité. Chaque émission est un appel à témoigner du vécu de chacun. Comment se vit la musique sous la pression sanitaire? Quelles pertes? Quels bénéfices en tout genre pour la cité des vivants? Comment imaginer l'avenir des musiques, ici, dans la cité? Que faudrait-il faire et qui pourrait le faire? Aujourd'hui, les invités sont Marie-Josée Salabert, conseillère auprès des organisations musicales élues à Lormont, et Jean-Luc Bernard, administrateur du Centre national de la musique. Les Sirènes sont éternelles. Nous sommes à notre 2, 3, 4, 5, 6, 7e émission. Et c'est toujours un très grand plaisir. On découvre aussi, parce qu'on est des amateurs, mais là, des amateurs très engagés, parce qu'on a fait ça au pas de charge. Et puis on a vu rencontrer des personnalités très différentes, qui ont toutes les mêmes caractéristiques. Et on va voir si ça se recoupe avec vous. On les a un peu choisis pour ça, c'est vrai. Mais c'est la passion pour la musique. Et c'est bien l'histoire, c'est bien l'enjeu pour nous. C'est ce rapport à la musique dans cette idée que c'est pas un amusement, que c'est pas un délassement, que c'est pas une bouffée d'oxygène, que c'est vraiment un enjeu pour les personnes. Voilà. Et c'est un peu la démonstration qu'on va faire, je ne sais pas si on y arrivera, mais d'entendre des paroles pour lesquelles la musique, au-delà d'être essentielle, est fondatrice même pour un certain nombre de personnes. Et ça va de Marie B. Charrier, qui dirige le Proxima Centauri, jusqu'à Sébastien Guez, qui est ténor international, mais aussi notre directeur de la Rock School, Eric Roux, ou Duval, et évidemment, le Rocher de Palmer. Mais aussi, on a fait une belle rencontre avec Nirina, qui est une chanteuse, qui est par ailleurs écrivain, et qui est professeur d'art-thérapie, et puis notre ami Aka, que vous connaissez sans connaître, puisqu'il a un bar qui fait café et restaurant, un tout petit restaurant, mais il veut absolument qu'il y ait de la musique. Tout ça, ça fait des trajectoires très différentes, mais en tout cas des trajectoires. Et c'est ce qui nous intéresse pour l'instant. C'est ça l'écho de ces sirènes sont éternelles. C'est des trajectoires de vie par rapport à la musique. Alors j'ai oublié personne, non, si, j'ai oublié quand même notre ami Salvatore Caputo, qui est chef de chœur à l'opéra. Et puis il était associé à une équipe de personnes qui ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont ni des filles ni des garçons, qui sont sur un combat transgenre pour les marginalités et qui organisent à la fois des concerts, des disques, mais aussi des ateliers régulièrement où ils se regroupent pour faire de la musique, en l'occurrence au Krakatoa. Et donc là c'était vraiment une aspiration forte pour la musique en tant que constituant aussi de ce que les uns et les autres peuvent devenir. Donc c'était formidable. Et aujourd'hui, nous accueillons Marie-Josée Salabert, qui elle-même dira comment elle se présente, puisque elle passe d'une vie à l'autre autour de la musique. Donc je n'ai pas osé choisir. Et Jean-Luc Bernard, qui est aussi un long passé dans la musique, à la fois de musicien, puis de responsabilité, on sait bien, syndicale. Donc c'est tout à fait important d'aborder ces éléments-là dans notre histoire, dans notre récit et dans la manière dont ce récit va ensuite être écouté par les autres. Alors, on ne vise pas une radio de très grande écoute quantitative, mais d'une belle écoute qualitative, puisque l'idée avec Cherso, c'est de voir comment ces paroles peuvent ensuite résonner dans le débat organisé par la ville de Bordeaux, le fameux forum qui s'appelle encore de la création et des expressions culturelles, et qui appelle tous les habitants, nous on est des habitants, tous les citoyens, nous on est des citoyens, et on a décidé de prendre un peu en charge cette dimension du sens, de la valeur, de l'intérêt
de la musique dans la cité, dans toutes ces dimensions, et d'apporter les contributions de notre radio, de votre radio maintenant, à cette réflexion. Alors on ne sait pas trop encore comment on va le faire, mais a priori on va faire des capsules, des passages des plus intéressants, puis les émissions seront en ligne aussi lorsque vous aurez donné votre aval, votre avis, votre validation sur ce qui sera mis en ligne. Mais il y aura ça, on va y travailler avec Cher, avec toute l'équipe, avec Kirten, la directrice ici, et on va choisir des éléments pour mettre en débat avec l'idée générale. C'est sérieux la musique, c'est même plus que sérieux, c'est humain, c'est fondamental, etc. etc. Et c'est pas le moment de rigoler avec ça, de nous prendre pour des imbéciles, particulièrement par rapport, on voit bien, la question de la fermeture, le rapport au public, les trajectoires des uns et des autres. Enfin bon, c'est ce projet-là qui nous anime, et s'il s'appelle Les sirènes sont éternelles, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est en croisant les réflexions de George Steiner, philosophe George Steiner, qui insiste dans un bouquin qui s'appelle Présence réelle, qui insiste sur l'idée que dans un monde très rationalisé, un monde où on essaye toujours de donner une raison, un monde où toujours d'expliquer, où on fait la critique des arts à partir de références de construction de discours bien élaborés, où il y a beaucoup de techniques, où il y a beaucoup de choses comme ça qui se calculent, qui sont efficaces, mais il reste de toute façon quelque chose de très fort, c'est de la dimension de l'imaginaire, la dimension des arts, et particulièrement pour lui la dimension de la musique, qui reste une forme d'expression, un langage, qui ne peut être récupéré par aucun autre. Voilà. Donc l'idée c'est, les sirènes sont éternelles, elles ne sont pas détruites par la ruse d'Ulysse, derrière le voile du discours rationnel, la musique semble bien continuer à murmurer, le son menace toujours d'entraîner après soi, avec la force d'une marée, les serviles stabilités du sens. Voilà, c'est là qu'on est, c'est là, les sirènes sont éternelles. En quoi la musique murmure? Depuis quand murmure-t-elle? Et la première question qu'on pose à nos invités, c'est de nous dire, cette musique, qui a-t-elle de l'importance? Et depuis quand? Et dans quelles circonstances? S'ils veulent bien nous le dire, évidemment. Il peut y avoir des secrets qu'on ne veut pas dévoiler. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire des vies des uns et des autres pour que la musique prenne tant de place? Et à quel moment? Alors, ce qui nous intéresse, c'est les parcours, quoi. Les moments de parcours où la question de la musique prend le pas sur d'autres possibilités. Ça, c'est très riche et à chaque fois, on a été étonné, fasciné et passionné par ces moments-là. Alors, Marie-Josée, la vie et la musique, ça commence quand? Alors, j'ai envie de dire que je suis d'origine basque, avec parents basques, 100%, grands-parents basques, 250%, etc., etc. Et un grand-père qui chantait, qui était musicien, qui parcourait la campagne pour aller chanter des chansons basques, mais aussi des chansons qu'il écrivait lui-même. Et voilà, pendant des années, il a fait ça, d'abord à pied, à vélo, en âne, en mulet, enfin bon, voilà. Donc moi, mon enfance, c'est les vacances avec mon grand-père, c'est apprendre les sauts basques et les chansons basques, voilà. Bon. Et puis voilà, c'est ça, pour moi, la musique, c'est le chant, c'est ma culture, enfin c'est une de mes cultures de base. Voilà. Après, vie normale, etc. Simplement, une radio tout le temps allumée à la maison avec la chanson française. Donc, j'ai longtemps été imbattable sur la chanson française des années 50, 60, 70. Parce que maman était en permanence avec ça. Mais moi, j'étais intéressée par le texte, par la littérature et le théâtre. Et donc, j'ai fait, ça doit être quelque part dans les archives, si elles existent encore, même une étude sur l'influence du théâtre anglais du 19e siècle et la mise en scène sur le théâtre français du 19e siècle aussi. Donc, j'étais passionnée par ça et j'avais envie de faire du théâtre. Mon truc, c'était de vouloir être metteuse en scène. Et puis, la vie a fait que je me suis retrouvée à Sarlat. Qu'à Sarlat, donc, je me suis intéressée au théâtre encore plus, puisque je faisais partie de l'équipe du festival. Et que là, en hiver, il n'y avait rien. Et qu'est-ce que j'ai dit? Moi,
j'avais toujours, à côté de ça, j'écoutais de la musique. Je venais ici, dans une coopérative qui s'appelait Bulle, acheter des disques qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Et donc j'ai dit, puisque c'est ça, on va monter une association. Donc on l'a appelée En attendant le soleil. Je ne vous le traduis pas, mais je vous laisse imaginer pourquoi. Et on s'est mis à faire 2 fois par mois au début, puis ensuite 1 fois par semaine des concerts avec toute la scène underground de l'époque. Ça, c'était dans les années, disons, fin 70. Ouais, c'est ça. À Sarlat. À Sarlat. Underground à Sarlat. Voilà. Vous savez, on a fait la premier spectacle, première tournée de Charles-Élie Couture, tout seul au piano. Je vous raconte pas, pour avoir un piano à Sarlat, ça a été un truc... enfin, des choses complètement... Hubert Félix Thiéphène aussi, tout seul, à la guitare. Parce qu'on avait une toute petite salle, enfin, c'était insensé ce qu'on faisait. Bon, après, ça durait plusieurs jours, hein, c'est-à-dire qu'on avait le concert le vendredi soir, le samedi, on faisait la teuf, le dimanche, on se remettait, enfin bon, bref, comme on pouvait faire à l'époque. Et partant de là, j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Bernard Batzen, avec lequel donc j'ai continué à faire ce genre de choses, et puis qui travaillait un peu sur le Printemps de Bourges, et qui m'a embarqué aussi sur le Printemps de Bourges. Voilà. Et ensuite, je suis tout simplement, premier Printemps de Bourges que je fais, je rencontre un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Alarsen, qui est un très grand guitariste, qui était à l'époque guitariste de François Béranger, et qui était désespéré parce que personne ne voulait enregistrer son album qui était une symphonie. Il faut dire qu'à l'époque, ça ne se faisait pas beaucoup. Donc, je lui dis, comment ça, il faut combien d'argent? Donc, il me dit, à l'époque, ça devait faire, je ne sais pas moi, peut-être 10 000 € actuels. Ouais. Je dis, moi, je peux avoir, la moitié sûre, le reste, on va voir. Et je me suis lancée. On a monté une scope, puisqu'on croyait... Voilà, on croyait déjà à ça, après une scope. Et on a embarqué dans cette scope Jean-Pierre Alarsen, puisque c'est le truc, c'est de voilà. Donc on a produit l'album. Mais on a aussi embarqué quelqu'un qui était une star dans le Sud-Ouest, qui s'appelle Michel Vivoux, qui faisait de la chanson parodique. Je vous laisse découvrir, rechercher qui est Michel Vivoux, parce qu'il continue à sévir, ce merveilleux rigolo. Et puis, on a embarqué aussi quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup fait dans la musique et dans la diversité et les droits culturels de l'époque, parce qu'à l'époque, on n'appelait ça pas ça comme ça, qui s'appelle Éric Basset. Voilà, Touche pas à mon pote, enfin tous les grands concerts, etc. Les concerts du PSU aussi, où voilà, tous les artistes qui jouaient nulle part ailleurs jouaient aux fêtes du PSU. Donc sur lesquels j'ai travaillé aussi, parce que c'est comme on faisait que du bénévolat, donc voilà, on vivait de peu, mais de façon très sympathique. Et puis ensuite, je me suis mise à travailler un peu pour le Printemps de Bourges, un peu pour celui qui menait le Printemps de Bourges, qui est toujours Daniel Colling, mais qui n'est plus au Printemps de Bourges, sur à la fois la production des spectacles qu'il produisait, où il y avait de la musique, mais où il y avait aussi du one-man show, et pour aussi le secrétariat artistique que menait Béatrice Fay, qui s'appelait Écoute s'il pleut. Et là aussi, j'ai travaillé donc avec Thiéphène, Couture un peu, qui c'est qu'il y avait d'autres, Michel Bernard, Fontéval. Ah oui, Fontéval, j'ai fait plusieurs disques de Fontéval. Alors là, Fontéval, je les faisais tourner, je faisais leurs disques, enfin c'était super. Je m'amusais beaucoup, on mourait de rire dans les spectacles, enfin c'était bien. Et petit à petit, après il y a eu des problèmes, je me suis occupée de Pierre Desproges, qui ne chantait pas, mais qui aimait beaucoup la musique. Et il y a eu quelques soucis, Pierre est décédé, et moi j'ai quitté, entre guillemets, la musique. Je suis allée travailler dans l'audiovisuel, j'ai fait pas mal de documentaires, pas de documentaires musicaux, mais des documentaires plutôt politiques. Et puis, Bernard Batzen m'a rappelé en me disant, voilà, je m'en sors pas, il faut que tu viennes m'aider. Il venait de signer La Mano Negra, qui venait de sortir son premier album.
Donc je suis retournée pour mettre un peu d'ordre dans le bazar qu'il y avait dans cette agence. Et j'ai bossé donc avec la Mano, avec tout le rock alternatif de l'époque. Et là-dessus, je ne sais plus ce qui s'est passé. Oui, on avait des problèmes parce que la Mano s'était séparée, qu'il a fallu rembourser 4 fois 40 000 places dans les... Bon, bref. Et donc, je me suis un peu retrouvée dans le caca avec plus de boîtes. Mais bon, on a quand même mis nos artistes à l'abri, en tout cas ceux qui n'avaient pas explosé en vol en partant faire ce qu'ils voulaient en Amérique du Sud. Et donc là, mes copains du Centre Info Rock sont venus me voir en me disant « On a besoin d'une administratrice et on a pensé à toi ». Parce qu'on avait déjà fait plein de bêtises ensemble. Et entre autres, c'est quand même le Centre Info Rock et donc à l'époque Programme, c'est-à-dire Bernard Batzen et moi-même, qui avons eu l'idée géniale de faire tourner les Vampas dans des lycées. On est quelques-uns à avoir cette idée-là, à cette époque-là quand même. Oui, Hein on l'a fait aussi. C'était le Centre Info Rock, c'était quand même... c'était Bruno Bouteleux. Voilà. Bon, bref, c'était très drôle. Et donc, ils sont venus me demander ça en disant, voilà, on fait un truc. C'est nostalgie commune, hein. C'est Bruno Lyon. Donc, j'en termine très très vite parce que là, l'idée, et qui m'a tout de suite, moi, donné envie d'y aller, c'était pas tant que je me retrouvais plus ou moins au chômage, parce que bon, j'avais pas mal de problèmes à l'époque qui faisaient que j'étais pas sûre de l'avoir, le chômage, mais c'était surtout le fait qu'ils viennent me voir en me disant, voilà, le Centre Info Rock devient l'IRMA. Pourquoi ça devient l'IRMA ? Parce qu'on va faire le rock et tous les trucs qui passent, qui ressemblent à ça, la musique populaire en général, mais aussi on y adjoint les musiques traditionnelles en récupérant le Centre Info des musiques traditionnelles et le jazz avec le Centre Info Jazz. Donc moi, comme j'ai jamais eu... Enfin, bon, je peux écouter que du punk parce que c'est comme ça, mais j'écoute aussi de l'opéra. Pour moi, la musique, c'est la musique, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui me remplit de joie, et c'est quelle que soit la forme ou l'esthétique dans laquelle on peut l'arranger. Donc, cette idée-là, j'ai trouvé ça génial, voilà, mais vraiment génial. Et j'ai dit, ah bah ouais, viens, j'arrive. Il faut dire que l'ambiance était bonne quand même, hein, parce que c'était l'époque où Mitterrand arrive à dire il y a 40 000 groupes de rock en France, alors que les chiffres, on ne sait pas d'où ils viennent, on a beau enquêter, personne ne savait. Et tout d'un coup, une légitimité de l'affaire qui fait que un certain nombre de personnes ont réussi à se trouver une trajectoire de travail, enfin de travail plus que ça, de passion et d'activité, c'était formidable. Donc voilà. Je suis curieux de savoir si le fait que ça avait du sens par rapport à cette notion que c'est pareil, que c'est la même chose et que ça porte les mêmes relations au monde. Est-ce que c'était quelque chose une notion que vous avez construite durant toutes ces années dans des assos, à travailler avec les uns avec les autres et à être témoin de tout ça, ou est-ce que c'était déjà quelque chose qui était à la base de votre conviction avant que vous créiez cette première asso Moi, je pense que c'est à la base de mes convictions, puisque quel que soit, on va dire, le genre culturel que j'ai pu fréquenter, que ce soit la littérature ou que ce soit l'écrit, la littérature, la musique, le son, etc. Moi, tout m'intéresse. Tout m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'émotion, le partage, être ensemble. Moi, par exemple, je ne peux pas imaginer la musique sans bouger. Je suis voilà, et pour moi, la musique, la danse, c'est pareil. Enfin, c'est peut-être mon côté basque, mais c'est que on peut ne pas bouger parce que il y a des morceaux qui sont voilà mais il y a d'autres formes musicales, d'autres formes de sons qui font que l'on bouge. C'est quelque chose qui est, pour moi, la musique, comme beaucoup d'autres choses, c'est quelque chose de très physique. C'est dans l'émotion, le physique, c'est ce qu'on a. Et puis c'est le partage. Pour moi, c'est partagé. Voilà, je peux apprécier d'écouter seul, mais j'ai envie de dire que quand j'écoute seul, c'est souvent pour bosser, quoi.
pour bosser au sens qu'il faut que je donne mon avis, etc. Donc là, j'ai besoin de me concentrer. Mais sinon, j'aime beaucoup écouter c'est avec les autres. Alors on s'arrête à l'IRMA ou on va après l'IRMA? Si vous voulez, j'ai cru comprendre ça. Non, alors, tout au long de ce parcours, j'ai toujours fréquenté les concerts. Et les concerts, donc que ce soit du rock, du rap, du jazz, en petit club, en grande salle, etc., etc. Mais j'allais aussi à l'opéra, je vais aussi écouter des concerts classiques. Voilà, je suis pas... Nous sommes bien d'accord, il n'y a pas de limite. Je suis une amatrice. Alors moi, je retiens de tout ce parcours les éléments qu'on a déjà croisés, et il va falloir qu'on creuse un peu, nous. C'est que le spectateur, c'était le cas de Duval, par exemple, et même Éric, le spectateur n'était pas préparé à tel ou tel type de musique, en l'occurrence c'est souvent le rock, ou même Sébastien nous a dit la musique classique, c'est un grand chanteur d'opéra, il ne connaissait pas l'opéra à 18 ans. Et alors le spectateur devient non seulement un acteur, mais un acteur de l'objet même, de la musique, quoi. Il devient un élément construisant une partie vraiment réelle dans la société. Et ça, c'est d'habitude, on voit le spectateur, il applaudit, il est content. Là, on a rencontré des spectateurs qui devenaient des constructeurs de la vie musicale. Et ça vaut le coup peut-être de le garder en mémoire. Et puis, on nous a dit 3 fois que le milieu rural, il n'y avait rien. N'empêche que moi, j'aime bien rappeler que dans le Pays Basque, il n'y a rien, mais il y a tout. C'est-à-dire que le Pays Basque, la question de la musique ne se dissocie pas. On ne parle même pas d'amateur ou de professionnel. Ah non. La vie ne se conçoit pas. On mange et on chante. Je suis basque. Il n'y a pas de comment dire. C'est notre essence même. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a toujours paru extraordinaire, c'est, par exemple, là, quand on a... l'année dernière, à cette époque, on a enterré mon papa. Et pour mon papa, il se trouve qu'il fallait aller à l'église. Et donc, j'ai fait un spectacle. C'est-à-dire que j'ai demandé aux cousins, aux cousines, etc., de venir avec leur groupe, leur chorale, chanter les chants basques. Parce que... d'abord, parce que comme ça, ceux qui viennent d'ailleurs et qui ne comprennent pas le basque, qui comprennent pas... Et j'ai demandé au curé aussi de faire toute la messe en basque. Voilà, parce que je trouvais que c'était formidable. Voilà, c'était ça aussi mon papa, c'est-à-dire c'était un basque vraiment, et le fils de son père qui était lui musicien. Et c'est aussi parce que moi, dans ma tête, depuis toujours, que ce soit les enterrements, les mariages ou les baptêmes, on chante. On s'assoit sur le rebord des tombes, on chante, on partage un morceau de pain. Voilà. C'est fascinant. Et donc, l'approche générale, c'est important, hein, parce que par rapport à ce qu'on essaye, nous, de repérer, mais l'approche générale qui veut qu'il y ait un secteur, en particulier musical, qui ne soit pas pareil que le secteur de la gastronomie ou autre chose, c'est vrai que ça se heurte à cette histoire qui est aussi chez les Bretons, d'une dimension musicale qui fait partie de la vie et qu'on ne sait jamais si on y est ou si on n'y est pas, parce qu'on est tout le temps. Donc ça mérite, merci d'avoir repointé cette dimension, parce que Sébastien, par exemple, nous a dit qu'il était né en Ardèche, dans les terres d'ardéchoises, et le rapport à la musique, il n'y en avait pas, quoi, tu vois, il n'a pas du tout eu une enfance où la question musicale était présente. Donc au moins on rappellera que les Basques sont... Alors, Jean-Luc, cette histoire, je suppose, n'est pas la même, mais ça nous intéresse beaucoup de savoir comment on arrive à la musique, comment on est dans la musique. Très bizarrement, à la maison, il y avait la radio. Oui. Mes parents n'étaient pas du tout mélomanes. Et la question tout à l'heure, on a ramené, j'ai creusé en moi, et la première ère dont je me souviens, c'est le jour où je suis parti pour la première fois à l'école maternelle, il y avait Piaf à la radio. Ah ouais. C'est très marrant. La moto ou bien... Non, c'était Milord. Ah, Milord. Ah oui, il faut dire que ça marque. Et donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu taper sur les tambours. Ah ouais. Déjà tout petit, alors que ce n'était pas la mode à la maison, pas du tout. Alors, il y avait un conservatoire, alors, c'était quand même en 60 par là, quoi. Quand j'avais 7 ans, je suis allé au conservatoire, il y avait les classes de percussion. Qui c'est qui a été au conservatoire? C'est Jean-Luc tout seul ou ses parents? Non, c'est Jean-Luc tout seul. Oh là là, c'est ça qu'on veut savoir. C'est Jean-Luc qui voulait apprendre. Ah ouais.
Et donc, la percussion dans une petite ville à Laon, 30 000 habitants, enfin c'était... Et mes parents voulaient que je passe mon bac, c'est une banalité affligeante. Et les classes horaires aménagées ont été créées à cette époque-là. Et j'ai appliqué ma troisième pour aller à Reims, au lycée musical, au collège musical et au lycée. D'accord. Là, l'institution a joué complètement ce rôle, alors que l'institution s'est inventée avec notre militantisme, parce que je me mets dans le coup des... Alors, ce qui était fort amusant, c'était qu'il fallait remplir ces classes qui se créaient, et donc on était un ramassis de cancres, mais qui voulaient faire de la musique. Nous voulions tous faire de la musique. On a ouvert que troisième, seconde, première, terminale. Pour moi, rien n'a changé au ministère, enfin dans les ministères. Arrivé au mois d'avril, donc 2 mois avant le bac, le directeur convoque les parents, le bac n'est pas prêt. Et donc on passait un bac hybride. Moi j'étais pas doué, mais j'avais envie de faire de la musique. Et donc j'ai eu mon bac. Après ça, je faisais que des percussions classiques, donc vibra, timbales, etc. Et j'avais envie de jouer de la batterie. Donc je suis parti à Paris, chez Agostini. En même temps, j'ai continué un cursus classique au Conservatoire de Saint-Maur avec Alain Jacquet qui était à l'Orchestre de Paris. Très ouvert aussi, voilà. Et puis, je voulais jouer de la batterie et je suis parti 1 an et demi chez Bouglione pour en jouer tous les jours parce que c'est pas en regardant la télé ou en se balader qu'on apprend à jouer. Donc 1 an et demi de cirque. Et ensuite, j'avais appris ce que j'avais à apprendre là-bas, et c'était pas ma vocation, le cirque. Par contre, j'adore toujours les gens de cirque. Je trouve que c'est un milieu où on ne triche pas, et qui a des racines, et enfin, j'ai appris énormément. Là. Ensuite, j'ai arrêté, et je suis arrivé à Paris, donc j'ai fait des télés de cirque. Je suis rentré dans les circuits de pub. Alors c'était très bizarre, parce que j'avais une formation classique, donc je lisais, je travaillais les sons, etc. Par contre, j'avais aucun métier. Donc, quand au conservatoire, on vous met des partitions, qui sont noires de monde, et que tout d'un coup, vous arrivez en séance ou à une compétition, on vous met une partition où il n'y a rien dessus, sauf 2 croches à la 50e mesure, qu'il faut jouer, là, il faut du vécu. Et donc, j'ai vécu très bizarrement cette période, où j'avais, techniquement, j'avais ce qu'il fallait, mais par contre, au niveau vécu, je n'avais pas. Donc, j'ai appris énormément. Donc, c'est un métier où il faut avoir les nerfs aussi. Ensuite, pour moi aussi, la musique, c'est une question de partage, et il n'y a pas de style qui m'intéresse plus que d'autres. L'important pour moi, c'est les gens avec qui je joue. La relation, quoi. La relation, et puis l'univers musical, les univers qui se croisent, qu'on peut amener. Et donc, au bout d'un moment, j'étais quand même plus qu'ennuyé. Je m'ennuyais. Séance de pub, c'était parfait, mais c'est pas la tasse de thé. Enfin bref, il y avait plein de choses qui me gênaient. Et j'ai des anciens amis qui m'ont proposé de m'associer avec eux pour monter un studio d'enregistrement. Ce que j'ai fait, je me suis retrouvé aux manettes, les banques, etc. C'est là que j'ai pris goût au bilan que je vois maintenant en tant que responsable syndical. Parce que rien ne me prédisposait non plus à être engagé syndicalement. C'est ça qui m'intéresse, à savoir à quel moment... Et donc, le studio, moi j'avais envie d'avoir un outil de production qu'il fallait rentabiliser, bien sûr. Il y avait des ingénieurs qui faisaient de la pub, etc. Donc ça, et avoir un outil de production pour les aventures. Donc, puis ça n'avait pas fonctionné entre les associés. Il y en avait qui avaient un côté plus business qu'artistique. Et donc ça a clashé, si vous me passez l'expression. Ensuite, j'ai repris mon métier de musicien. J'avais gardé quand même 3 mois de tournée par an, en étant responsable. Avec des cirques ? Non, avec les Jeunesses musicales de France. Parce que j'étais le premier batteur en France à jouer avec une batterie électronique, les Simons. D'accord. Et donc il y avait une tournée sur les synthétiseurs, et on a sillonné la France avec ça. Et puis les rencontres. Donc à ce moment-là, j'ai flirté avec le showbiz. Mais c'était pas non plus mon univers, mais je restais un moment avec Yves Deros. Et puis après, j'ai bifurqué culture, travailler des chorégraphes, travailler des comédiens. Musique, donc Marc Perron, chansons, Alain Leprest, enfin disons que et à un moment, arrivé à 40 ans, j'ai eu envie que mon métier reste un métier. Et donc là, je me suis engagé syndicalement. Un métier, pas un service, c'est ça? C'est-à-dire que ça se respecte, qu'il y a un service à amener aussi au public, aux spectateurs, aussi aux musiciens, et que le respect de l'autre, le travail bien fait, enfin, comment dire, pousser des expériences, oser les choses,
Après, on se plante pas, c'est bien, c'est pas bien, mais au moins, et puis une exigence. On peut dire liberté, hein. On cherche nous aussi des mots. C'est pas un gros mot, c'est vrai. C'est un gros mot ou pas? Ah, c'est pas un gros mot, C'est liberté. pas un gros mot, en l'occurrence, pour ça, quoi. Ouais. C'est pas simplement répondre à une commande en disant Non, c'est comme pas- ça, cet Pourquoi esprit pas? de liberté. Parce que quand on travaille avec quelqu'un, quelque part, il y a de ça. Oui, Par mais contre, enfin, c'est le respect mutuel et le plaisir du partage. Je reviens toujours à ce que tu disais. un partage qui soit élaboré, enfin, qui résulte quand même d'une négociation où chacun a sa place, où il y en a un qui écrase les autres. C'est une envie de travailler ensemble aussi et de partager le chemin. Et on a une chance inouïe, les musiciens, c'est qu'on peut mener plusieurs aventures de front, Oui. plusieurs univers. Oui. Oui. Enfin, Sur la question des mots, il y a une question intéressante, c'est que de toute façon, si on s'inscrit dans une perspective de chemin avec une autre personne, il n'y a pas de fin à un chemin de relation. Non. Donc, déjà, en cadrant les choses au niveau du sens de cette manière-là, on voit tout de suite qu'il n'y a aucune possibilité de réduire ça à un rapport qui soit un début, un milieu et une fin, et je rentre chez moi et c'est terminé. Ah non, mais ça c'est impensable. Exactement, donc, Là, je donc on pensais- voit bien ça, déjà là Je pense qu'il y qu'à a la des fin notions d'une histoire qui- commune, je sais pas, au bout de Voilà. 6 mois, 1 an, 2 ans, on décide de partir vers d'autres horizons, en restant bons amis ou pas d'ailleurs. ouais. Et on se construit en tant que personne. Et Oui, mais il y a une chose que je trouve intéressante dans ce que tu as dit. Peut-être que ça va ouvrir d'autres débats, mais quand tu dis j'ai eu envie que cela soit un métier. Ouais. Et je voulais quand même dire une chose, c'est que moi, au milieu de toute ma militance et nos folies, nous avons quand même à un moment donné eu à nous confronter à quelque chose qui était, et c'est toujours comme ça, hein, j'y pense toujours et j'ai toujours ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les années 80, enfin fin des années 70, on a eu des problèmes avec beaucoup de... Ça a été LIP, ça a été DIM, etc. Enfin, plein d'endroits... classique du PSU, là. plein d'endroits où on nous a demandé, enfin nous, les artistes dont je m'occupais, de venir jouer. Et de venir jouer gratuitement pour pouvoir soutenir, pour pouvoir récupérer des sous, etc. etc. Ce qu'on a fait. Et puis à un moment donné, on s'est mis autour de la table et on a dit, mais attends, là, c'est nous qui sommes en train de crever de faim parce qu'on n'a plus un rond, vu qu'on va jouer gratuitement partout. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et cette question-là, et on l'a ensuite, j'en ai discuté des centaines de fois avec un monsieur qui s'occupait donc du centre info des musiques traditionnelles, qui s'appelait Jean-François Dutertre, qui nous a quittés. C'est une grande tristesse. Jean-François, c'était Mélusine, un des plus grands groupes de musique traditionnelle, mais aussi plein d'autres. Quelqu'un qui a beaucoup fait pour la chanson ancienne, etc. Ancienne au sens Moyen-Âge et XVIe siècle. Et on en a discuté parce qu'effectivement, à un moment donné, il a fallu dire stop. Ok, moi, en tant qu'artiste, je viens gratuitement. Ok, mais mes musiciens, ils ne sont pas obligés de venir gratuitement. Par ailleurs, si on ne paye pas la Sécu et Pôle emploi, eh ben, on va rien avoir, quoi. Donc il faut que de toute façon les charges soient payées. Et donc on a commencé effectivement à travailler, mais comme ça, à l'époque, on n'était pas en lien avec les syndicats. Mais on a dit stop, il faut arrêter parce que là on va dans le mur et on veut bien bouffer de la vache enragée, mais il ne faut pas non plus qu'on soit tous morts, quoi. Ça sert à rien. Et c'est une question qui se pose et qui continue à se poser, qui se pose actuellement. Parce que Est-ce qu'elle ne se pose pas à l'envers maintenant, justement? Presque à l'envers. Parce que la loi dit quand même que dès qu'il y a un son, il y a un patron, quoi. Dès qu'il y a un musicien, c'est qu'il y a un patron quelque part, quoi. Et donc, c'est presque l'inverse de votre histoire. Du coup, c'est l'aspect échange économique qui vient prendre le dessus sur le partage de cet amour de la musique. C'est toute la contradiction de mon parcours, entre autres. C'est une contradiction. Pour en revenir à l'IRMA, quand j'ai travaillé à l'IRMA, ce qui était important, c'était l'intérêt général. C'est quoi l'intérêt général? Quand tu te rends compte que des musiciens sont totalement démunis
ils sont récupérés par à travers des tremplins, des trucs, des machins. Voilà, ils sont récupérés par des grosses boîtes, par des majors. Et ils sont démunis, ils signent des trucs, ils n'y ont rien compris. Enfin, Et donc, nous, notre boulot, c'était ça. C'était de leur dire, attention, avant de faire ça, on fait comme ça, il faut lire ça, on va vous aider, on va vous envoyer. Et en même temps, me dire, mais ces gamins, peut-être que voilà, ils rêvent de devenir des stars, mais peut-être pas, peut-être qu'ils auront envie de faire autre chose. Et où est le plaisir? Où est le plaisir de jouer? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Le sens aussi, hein, le plaisir, le sens aussi. Est-ce que c'est bien de les accompagner à se professionnaliser? Voilà, toutes ces questions-là, ça fait... On se les est posées lourdement et elles se les posent encore. Voilà. Jean-Luc, tu as dit un mot important que moi j'ai du mal à prononcer, c'est le mot professionnaliser. Voilà. Parce que donner des compétences, pour moi, c'est pas professionnaliser. Et l'important, c'est de donner des compétences. On entend le mot... Des capacités, quoi, des capacités d'être en relation. On entend professionnaliser comme oui, tu vas avoir tes heures, etc. Mais c'est pas ça du tout. Et quand je disais que j'avais envie que mon métier reste un métier, c'est-à-dire que les gens qui l'exercent aussi se mouillent et connaissent les tenants et les aboutissants. Parce qu'être professionnel, c'est pas que taper sur les tambours ou souffler dans une trompette. C'est aussi comprendre l'environnement et justement pour défendre son projet artistique aussi, avec la langue de ceux à qui on doit parler pour pousser les projets. Nous sommes d'accord, là. C'est l'aspect global qui est vraiment important et pas dissocier les éléments alors, de genre, de style, d'endroit, etc. Et bon, c'est pour ça aussi que j'ai pris ma part dans la critique du CNM, parce que je le voyais partir vers un regard qui était simplement comment ça va rapporter à la fin. Mais qui peut être une question à un moment donné pour certains, mais le problème c'est que si on s'attache à poser des définitions comme ça qui sont cadrées dans un sens ou dans l'autre, et dans un sens ou dans l'autre, c'est qu'il y en a effectivement qui peuvent être là parce qu'ils veulent devenir des stars, il y en a d'autres qui peuvent effectivement vouloir autre chose, etc. Et l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, en fait, sont dans la bulle qui est la question de la reconnaissance. Et je pense qu'on en revient surtout à ça, c'est que chacun projette ce qu'il veut derrière, mais quand on écoute les trajectoires des uns et des autres, et à mon avis c'est ce qu'on fait ici depuis le début, on part toujours de la question de la reconnaissance. Et la première étape, c'est toujours la question de la transposition de ce qui est un petit peu à la source à un pas qui est fait de côté par les personnes qui vont chercher autre chose. On a appelé ça les définir au début. On a appelé ça les déclics. Ils le définissent comme ils veulent. Tous nous ont dit ah, il y a eu un déclic. Voilà, un déclic. Cette histoire-là nous intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'on met derrière reconnaissance? C'est toute la question, et pour le on définir... te fait croire qu'on est reconnu, il faut discuter, que tu es reconnu parce que tu ramènes de l'argent à quelqu'un et le jour où tu n'en rapportes plus, on te jette et ou alors tu es vraiment reconnu pour ce que tu es, pour qui tu es. C'est deux choses différentes. C'est ça le glissement qui est un peu pénible, c'est cette reconnaissance qui finit par être simplement reconnaissance de la valeur marchande, on va dire, et ça c'est un peu dur. Mais ça c'est aussi la responsabilité d'un certain nombre de personnes de vouloir défendre une autre conception. Alors du coup, par rapport à la crise sanitaire, là, par rapport à ce qui arrive, toutes les places que les uns et les autres pouvaient avoir, ça change, et on a fait aussi avec les autres invités un petit tour de piste de qu'est-ce qui est en train de changer par rapport à ce sens de la musique. Comment vous avez vécu, vous, chacune, cette arrivée du virus qui devait durer 3 mois, qui dure et qui va peut-être durer. Qu'est-ce que ça a changé dans cette vie de la musique, dans la vie de la musique? Pour moi, c'est l'impossibilité de jouer. L'impossibilité de jouer. Et donc, parce que ça a une incidence, c'est-à-dire que écouter un son qui sort d'un instrument qui est à 2 mètres, ça n'a rien à voir avec passer par le MP3 ou passer par les haut-parleurs. Il y a tout un tas de fréquences qui nous échappent. Et l'important aussi de la musique, c'est ce qu'on ressent autrement que par les oreilles aussi. Alors, ça, c'est pour la personne qui joue, je suppose aussi pour la personne qui écoute. C'est primordial pour la personne qui écoute, pour le spectateur ou pour l'auditeur. C'est primordial. Sauf que personne n'a été capable, depuis qu'on fait nos petites émissions, de donner un nom à
Au ce phénomène truc-là, vibratoire. ce truc-là, donner un nom qui puisse. C'est des vraiment phénomènes- important, on n'a le pas nom- trouvé de mots. Le nom, c'est les phénomènes vibratoires. On reçoit les ondes qui. Ouais, mais oui, mais en termes de justification, l'idée Ah derrière, c'est quand est-ce qu'on rouvre au public les salles. Et on n'a pas trouvé de nom. Tu vois, on ne trouve pas un nom politique à cette affaire. Pourtant, tout se dit, mais c'est le regard du public, c'est la réaction du public, c'est les vibrations, etc. Et on cherche quelque chose. Peut-être que c'est moins la question. Enfin, je sais pas. Moi, je dirais ça comme ça, mais je me trompe peut-être. Mais moi, dans ma tête, c'est moins la question de la musique que la question du regard, en fait. Moi, je ne sais pas si c'est mais... musique, regard ou quoi que ce soit. Pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la musique, mais j'ai envie de dire toute forme de partage, c'est quelque chose d'extrêmement physique, émotionnel. Or, une émotion, certes, on peut l'avoir en écoutant pour la énième fois tel truc de Schubert, etc., parce que ça rappelle des choses. Mais surtout, quand on l'écoute, que le musicien est sur scène, que nous, on est avec d'autres personnes, on a cette espèce de frisson que l'on partage, et ce frisson que l'on partage, cette larme, c'est quelque chose qu'on a nulle part ailleurs, sauf quand on fait l'amour. Voilà. D'accord, Oui, par ailleurs, oui. par ailleurs. Alors, quand on parle de regard, de quoi parle-t-on? J'entendais l'échange de regards. C'est parce que j'ai une capacité, en étant physiquement présent, de répondre à ce que je reçois. Et donc je reçois la musique, et puis je peux soit applaudir, soit tirer la gueule, mais en tout cas j'ai une relation qui se met en place, puisque j'ai la capacité de lui faire voir à la personne qui veut partager quelque chose avec moi. Vous le voyez comme ça ou... Pour moi, Ou le les regard, c'est musiciens. très particulier. Oui. Parce qu'un jour, je me suis rendu compte que quand je regardais quelque chose, en fait, c'est que je laissais la chose rentrer dans mon œil. D'accord. Et donc, le fait de croire qu'on veut regarder, en fait, c'est pas ça du tout, c'est l'inverse. On se tourne pour prendre. Ouais. Et là, pourquoi ce qui vous paraît, je vais traduire par le mot commun, essentiel, paraît-il si peu essentiel dans les grandes discussions qu'il peut y avoir sur la manière de s'organiser, de survivre, etc. On a l'impression que autant c'est important quand on en parle, et vous n'êtes pas les seuls à faire cette description, ce vécu, on a l'impression que c'est passé à l'as, quoi. C'est une impression, Parce que les émotions partagées, qu'elles soient dans une salle de spectacle, dans une église, dans un stade de foot ou simplement dans la rue, en marchant, en regardant les vitrines, etc., les émotions partagées, c'est dangereux. Et que c'est dangereux pourquoi ? Parce que tout simplement, on ne peut pas donner des ordres à des gens qui sont en train de partager une émotion. D'accord. Et moi, je dirais que c'est peut-être des gens qui ont un portefeuille à la place du cœur. Entre autres. C'est pour ça qu'ils ne trouvent pas ça essentiel. L'important, c'est pas le ressenti, c'est pas la subtilité, c'est... Mais alors, si on est d'accord là sur quelque chose comme ça, très fort, on va dire très fort, comment le monde de la musique s'est-il défendu? Comment a-t-il argumenté? Comment a-t-il négocié sa place dans... parce qu'on en a parlé souvent, parce qu'on a constaté quand même que des personnes organisées dans des associations catholiques avaient plaidé la valeur essentielle, formidablement importante pour eux, constitutive de leur être. S'ils n'allaient pas à la messe, c'était la catastrophe, ils n'existaient plus. Et on n'a pas vu l'équivalent, on a vu plutôt les personnes de la musique, enfin les acteurs de la musique, se dire, mais alors nos salles vont fermer, nos clients ne vont pas venir, l'entreprise va s'écrouler. Il y avait l'argument du sens, mais il y avait l'argument du sens uniquement sur la dimension de l'art. On est Et quand non même pas dans sur la le conseil dimension d'État. de ce que ça constitue. Mais la négociation, les personnes du milieu catholique ont vraiment envahi les médias, et en quelques jours, ils ont obtenu l'ouverture des églises. Ça vous a pas été Moi, la réponse que j'ai à Ils ça... ont eu une aide. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de dieu de la musique, en fait. Il a tort. Mais moi, je pas de pense sirène. que tout simplement parce que ceux qui représentent, disons, le secteur de la musique qu'on appelle la filière, ceux qui représentent ne sont pas, et qui ont donc le pouvoir, ne sont pas, comment dire, ce sont pas des artistes et ce sont pas des partageurs d'émotions, ce sont des commerçants
au mieux. Parce que commerce, ça veut dire quand même partager, mais au mieux ce sont des commerçants, au pire ce sont des financeurs, ou des financiers plus exactement. Ce qu'ils sont en train de négocier là, enfin, c'est absolument incroyable. Le Prodis, pour ne pas le citer, c'est absolument incroyable ce qu'ils sont en train de négocier. C'est vraiment... C'est de la com pour se faire des thunes, c'est de la com mais à aucun... Enfin, ce soir, il y a les victoires de la musique, c'est une honte, Voilà, c'est toujours les mêmes. Est-ce que tu es en colère? Ah ouais. S'il y avait que sur ça, ça serait formidable, mais je suis très en colère. Est-ce que vous êtes en colère, Jean-Luc? Est-ce que tu es en colère, Jean-Luc? Est-ce que le mot colère conviendrait à un moment de La nos colère, échanges? c'est pas ce qui me caractérise. Par D'accord. contre, être profondément remué et pas content, oui. D'accord, C'est-à-dire que... Très bien, pas content. Mais parce que quand on parle aussi du monde de la musique, en fait, il y a tellement de mondes de la musique qui sont différents. Si on prend effectivement les grosses machines, c'est pas du tout les mêmes intérêts que la petite association, la TPE, qui fait de la production, qui fait un travail de terrain dans le département. Oui, mais vos histoires à vous, elles sont passées par des moments, des trajectoires où la musique a un sens formidable. On a aucun de vos trajectoires, on a vu le groupe business arriver, pourtant ça existait. Hein. C'est des trajectoires. Si, on l'a croisé. On l'a croisé, tu l'as dominé, quoi. Non, je ne l'ai pas dominé. Moi, j'ai travaillé avec. Moi aussi, j'ai pu travailler avec certains artistes qui ont signé dans des grosses boîtes. Après, tu le croises. Moi, je pense qu'effectivement, si j'avais répondu aux appels de pied de certaines majors, je serais certainement plus riche et puis je serais ailleurs. Mais t'as pas cédé. Mais j'ai pas cédé parce que je crois en autre chose. Et ce qui se passe actuellement, c'est que c'est eux qui ont la parole et c'est pas nous. C'est pas les petits. Moi, je le vois. Mais je suis même en colère contre certains petits qui ont pas ouvert leur gueule quand il fallait. Voilà. Je partagerais volontiers cette Donc, position-là. ce serait quoi? Ce serait une question moins de définition du sens qui est portée par des institutions ou par des gros acteurs représentatifs de certains secteurs, etc., que par le fait que justement ces milieux en fait sont complètement séparés, n'ont pas du tout les mêmes préoccupations et qu'il y a des gens qui prétendent représenter d'autres. L'IRMA était fait pour ça aussi un peu pourtant, pour regrouper les uns et les autres, Nous, le syndicalisme aussi. Moi, ce que j'ai dit un jour à la fin de l'IRMA, j'ai dit moi je me suis un peu trompée, c'est-à-dire que pendant des années, j'ai pensé qu'on arriverait à faire en sorte que le maquis soit peut-être un peu rangé, mais qu'on s'y sente bien et on arrive à faire des choses ensemble. Or, le maquis, il a été brûlé par... Oui, c'est ton côté Sarlat, quoi. Même à Sarlat, c'est pareil qu'ailleurs. Il a été brûlé, il a été remis ou remis au carré, enfin j'en sais rien, mais toujours est-il qu'il n'existe plus. Et j'ai ce problème-là. C'est pareil, là, c'est la vision du syndicaliste serait la même. Non, moi je voulais revenir au CNM. Un petit peu de CNM, ça nous fera du bien. CNM. C'est-à-dire que nous, on est dans la musique à longueur de temps, donc on voit bien ce qu'il y a, ce qu'est le CNM. Quoique. Mais quand il y a 10 ans à peu près, quand il y a eu la première volonté, il y avait Riester et Lancourt, les prémices du Non, les prémices, c'était en 2012. 2012, c'est ça. Et nous, ce qu'on disait, c'est que le Centre national de la musique ne porte pas bien son nom. Un Centre national de la musique, c'est de toutes les musiques. Les amateurs aussi. Hein. Mais les amateurs aussi, mais toutes les esthétiques, etc. Parce que quand on parle de métiers, de filières, etc., ça a un sens. Est-ce que tout le monde se parle? Est-ce que tout le monde travaille ensemble? Or là, au départ, c'était en fait le CNMM, Centre national de la musique marchande. Oui, c'est bien d'accord. Je crois que j'ai écrit ça. Un peu la suite du CNV en fait, parce que c'était soutien, chanson, variété, jazz. Et tous les élus ont applaudi. Hein. J'ai bien regardé, droite, gauche, écolo ou pas, tout le monde a applaudi. Une maison unique de la musique qui oublie tous les amateurs. C'est quand même bizarre. Non, mais ça n'est pas que les amateurs. Il y a tout un volet de la... En fait, est-ce qu'un jour, si le ministère de la Culture disparaît, toute la musique sera gérée au CNM? On peut imaginer.
Les appels du pied pour expliquer la dame qui s'occupait du CNM avant que soit nommé le nouveau président, Catherine qui expliquait mais vous avez fait des trucs baroques, là, on peut les vendre dans le monde entier, vos concerts baroques. Ça faisait froid dans le dos, quoi. Bon, c'est une drôle d'histoire quand même. C'est une drôle d'histoire. Qui est en train de s'écrire, mais sur laquelle on n'a pas beaucoup de levier, en fait. Bon, alors on n'a pas de levier au niveau national. Moi, je me suis trouvé un peu seul aussi dans ma récrimination contre le CNV, mais enfin bon, j'assume avec mon grand âge. Maintenant, le Covid est là, tout le monde réfléchit à ce qui est, ce qui va être, tout le monde, les pieds sont un peu perdus, là, on ne sait plus où poser les pieds. Par contre, ici, sur cette métropole, en tout cas sur la ville de Bordeaux, l'équipe municipale qui vient d'arriver a décidé de tout mettre à plat concernant la question de la culture et des politiques culturelles. Et donc il y a le forum qui est lancé et ils veulent partir de la parole des uns et des autres et avec ce qu'ils vont faire. Ils demandent non seulement, il y a des radios trottoirs, là, il y a des débats ici, il y a des focus group, tout le monde peut apporter sa contribution. Du coup, j'aimerais bien qu'on échange un peu, en supposant que tout ça doit aboutir à quelque chose, mais ça a l'air d'être pensé comme ça, hein, qu'on peut apporter sa contribution. Qu'est-ce qui pourrait au moins être fait à l'échelon municipal pour que des trajectoires comme celles que vous avez esquissées, comme d'autres esquissées, puissent être aussi à la portée ou plus aisément mises en réalité pour les jeunes générations, pour ceux qui vont nous suivre. Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Est-ce que vous avez des idées, vous, qu'on pourrait capitaliser, mettre dans notre émission et mettre en débat auprès de la mairie? On sera peut-être écouté, je ne sais pas. On a souvent des échos de ce qu'il ne faut pas faire, et on commence à voir aussi un petit peu J'ai une dégager. question par rapport au micro-trottoir et à toutes les idées qui peuvent arriver. Qui fait le tri et avec quel état d'esprit? Intelligence collective, mon cher. Oui. Alors moi j'ai envie de... La question est ouverte, on la perd pas. Ouais, parce que j'ai un peu la même... J'avais aussi la même idée de question, mais voilà, moi je viens de sortir de, on va dire, 18 mois d'une pré-enquête sur le secteur amateur, de la pratique en amateur dans les musiques actuelles, pour être très exact, sur le titre. Une commande du ministère de la Culture, direction générale, la DGCA. Et non, c'était au sein de la DGCA. Il reste depuis 2006, hein, c'est ça. Bien. C'était un groupe de travail qui s'appelle le GTMA maintenant. Mais à l'époque, on avait déjà travaillé sur le secteur amateur, ça avait explosé en vol. Bref. Là, on me demande de faire ça. Voilà. Il y a eu plein d'aventures qui ont fait que ça a pris presque 2 ans, mais toujours est-il que j'ai remis le rapport au début janvier. Et moi, ce que j'ai vu dans tout ce qu'on a fait, toute l'enquête, mais aussi les rencontres, etc., c'est la richesse partout. Dans la France entière. Et on a fait 2 focus territoriaux, l'un à Clermont-Ferrand, sur le bassin clermontois, et l'autre dans les Landes. C'est la richesse de la pratique en amateur en musique. C'est extraordinaire. Il y a des gens qui sont des espèces de génie de la musique, mais surtout du partage de la musique. C'est-à-dire, c'est ça qui a été extraordinaire. Et ça n'est pas simplement le secteur de la pratique en amateur. Cette pratique en amateur, c'est pas simplement jouer. C'est aussi trouver des lieux pour jouer. C'est aussi trouver la façon d'enregistrer un album. C'est aussi trouver la façon de créer un bal. C'est toutes ces choses-là, ou bien d'inventer une plateforme pour pouvoir jouer ensemble avec le démarrage du Covid. Des amateurs ont dit, bon, moi je sais faire ça, on va monter une plateforme, comme ça on va jouer ensemble. Toi tu habites là-bas, on ne peut pas se voir, mais on va jouer quand même. Développer des compétences, comme disait Jean-Luc. Voilà, développer des compétences, développer et surtout, ne pas se lâcher. C'est-à-dire, on continue à être ensemble, à faire des trucs ensemble, à faire des projets
à jouer, à faire des balles, etc. C'est votre histoire aussi, hein, c'est d'inventer une association, inventer parce que, un studio. moi, je dirais qu'il faut se lâcher, mais il faut pas se lâcher non plus. Voilà. Il faut les deux. Et ça, c'est ça, je pense qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire que j'ai pas de recette. Il n'y en a pas. Les recettes, elles sont dans la tête des gens. Les personnes. Il faut favoriser les endroits de rencontre, il faut favoriser le droit de jouer, parce que c'est ça aussi. On n'a pas le droit de jouer actuellement. C'est-à-dire qu'on nous dit, vous pouvez, ça doit être ton cas, on te dit, tu peux être en résidence, et puis, mais on ne va pas non plus répéter pendant 2000 ans, quoi, tu vois. Après, ça dépend de ce qu'on appelle être en résidence, et répéter. On peut très bien faire des heures d'impro, etc. Oui. Mais bon, le problème, c'est qu'il n'y a aucun financement. Parce qu'on nous dit on peut. Mais on nous dit que pour être dans les salles, il faut absolument respecter les gestes barrières, plus être professionnel et être payé. C'est ça. Et donc, on demande depuis des mois, depuis que la ministre s'est exprimée là-dessus, à ce qu'il y ait des financements. Parce que les financements actuels sont fléchés vers des grosses machines, grosso modo. C'est ça. Avec des critères. Par exemple, pour le CNM, il faut un CDI. Ouais. Bon, toutes les petites structures n'ont pas un CDI, même si c'est un CDI à mi-temps, dans la grande générosité. Mais il faudrait qu'il y ait une articulation entre le CNM, les régions, les départements, pour garder le tissu des petites entreprises de production, des lieux. Entreprise ou association L'association, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Non, mais ça fait longtemps que je ne veux pas que les associations deviennent des entreprises. Non, mais ça, juridiquement, ils sont associés. Bon, voilà. Mais entreprendre, c'est pas automatiquement un mot. C'est pas un gros mot. Un gros mot. Mais je crois que c'est donner des possibilités, c'est donner des ouvertures, c'est faire en sorte de donner de la liberté. La pratique en amateur, quelle que soit la pratique, qu'on fasse de la musique, du théâtre ou de l'ébénisterie, c'est une prise de liberté. C'est de la liberté. Ouais, voilà. C'est de l'expression. Voilà. Et ça, c'est absolument, et même la cuisine, enfin voilà. Et c'est de ça dont on a besoin. On a besoin d'endroits, on a besoin de lieux, on a besoin d'écoute au sens de vous avez envie de faire ça, bon, là, comment on peut faire, à quel endroit on peut vous ouvrir, etc., etc. C'est-à-dire faire en sorte que cette nécessité que nous avons, l'être humain, malgré tout mon amour pour la solitude, mais enfin, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de partager, on a besoin de se confronter à l'autre, d'échanger nos neurones, etc. Tout ça. Avec des règles du jeu de la confrontation. Absolument. Qui sont politiques. Et à l'intérieur de ces règles, effectivement, l'idée, c'est toujours essayer d'aller vers plus de liberté. Mais, moi, j'avais eu l'idée, quand Bordeaux se présentait pour être capitale européenne, machin, j'avais suggéré que la mairie fasse un bureau des passions. Et le bureau des passions, c'était une équipe administrative qui serait à l'écoute de tous ceux qui voulaient faire quelque chose, voir comment ça pouvait se faire, comment ça pouvait être facilité au moins. Pas une administration qui regarde 50 000 dossiers après appel d'offres. Il y a un certain nombre de personnes qui rentrent en relation, qui écoutent et qui disent tiens, machin, truc, il faut aller là, etc. Parce que c'est notre histoire aussi, c'est la vôtre, c'est la tienne, c'est la... C'est de toute façon ce qu'on est obligé de faire si on part du fait qu'effectivement il y a ces deux notions-là de désirabilité, surtout tout ce qu'on parle depuis le début, mais aussi de vital, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui rejoint les deux. Et si on considère, comme vous le dites depuis tout à l'heure, que ça ne concerne pas uniquement les professionnels, mais que ça concerne toutes les personnes qui ont quelque chose en elles, et il s'avère que chaque personne sur Terre a quelque chose en elle, on va forcément arriver effectivement à des oppositions aussi, mais qui ne sont pas forcément... moi je suis convaincu que c'est de ces choses-là que naissent les choses les plus intéressantes dans les mouvements artistiques. C'est quand il y a du rap et du rock qui se mettent à casser les murs. Mais il faut effectivement juste trouver le cadre qui permet d'organiser ces conversations-là. Donc, oui. Et trouver les personnes qui ont envie de
Il faut trouver. Inspirer les personnes ici. Enfin, Oui. Donner envie. donner envie. Je pense que c'est toujours pareil. Il faut être très attentif parce que pour avoir quand même pas mal participé à des aventures comme ça, de donner des cadres, de créer des choses. Je pense qu'il faut être très très attentif parce que souvent on a des super bonnes idées. Le truc, c'est que comment on fait pour que ceux à qui on s'adresse, ceux et celles à qui on s'adresse, ils aient l'information, mais aussi l'envie d'être là. Or, on sort quand même, enfin, on sort pas d'ailleurs, on est en plein dedans, mais ça fait plus de 30 ans qu'on se prend dans la tronche de l'exclusion permanente d'une partie de la population, de nos citoyens et citoyennes, sous des prétextes raciaux, des prétextes de sexualité, sous des prétextes, tout ce qu'on veut, sociaux, etc., etc. Et du coup, à force de faire des cases, des lignes, des trucs et des machins, on est avec des politiques qui sont tellement encadrantes que plus personne peut rentrer dans les cadres. Quand j'ai dit le mot cadre, je pensais à un cadre qui pouvait très bien être défini par la question du respect. Pour moi, c'est un cadre. C'est dans le sens où s'il dit la base de notre conversation, des valeurs que communes, je ne vais pas essayer de te tuer parce qu'on n'est pas d'accord, c'est un cadre qui est le cadre minimum. Mais c'est vrai que la politique de la ville, elle est caricaturale de ce point de vue. Mais j'entends bien, c'est pour ça que je suis un peu dans la provoque aussi. C'est-à-dire que je suis élue, donc je sais aussi toutes les contradictions que je peux avoir et auxquelles je me confronte. Simplement, c'est très compliqué parce que, en effet, que ce soit dans la pratique en amateur, que ce soit... Il faut des cadres. Il faut des cadres, oui, mais est-ce que ça s'appelle des cadres? Est-ce que ça ne s'appelle pas plus exactement comment on se socialise, comment on relationne, qu'est-ce que c'est la civilité? Voilà, c'est peut-être ça un cadre, c'est peut-être la civilité, être civil, c'est effectivement ne pas te mettre mon poing dans la gueule parce que je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Pas d'expérience quand même, il y a des centres sociaux, il y a des tas d'endroits où il se passe plein de choses, où il se passe surtout plein de choses. Et c'est pas facile d'inventer quelque chose qui tout d'un coup porterait le morceau. Il faut réussir à traduire ça dans le champ politique. Mais votre histoire et l'histoire des autres personnes montrent qu'à certains moments historiques, certaines personnes ont réussi à trouver leur place en se faufilant un peu dans les systèmes et finalement en étant capable de négocier. Donc c'est vrai que par rapport à une génération qui a 12-13 ans aujourd'hui, c'est difficile de dire aux mères faites un truc pour être prêts quand ils auront 16 ans, parce qu'ils vont sans doute justement passer à côté. Et les histoires par rapport à la musique sont un peu ces histoires-là. Mais c'est peut-être aussi il faut peut-être aussi se servir des dispositifs qui sont actuellement en place. Voilà. Alors, moi, je fais toujours des doutes avec ce que nous invente à la fois l'éducation nationale et le ministère de la Culture, parce que souvent, ça tourne un peu au désastre. Pour avoir participé, oui, je sais qu'il peut y avoir des doutes. Mais c'est toujours pareil. On peut avoir des petits colibris un peu partout, des profs de musique, des profs de dessin, des profs, voilà, qui se disent « Ah ouais, tiens, on va faire une demande, on va bien voir ce que ça donne. » Et puis là, on a tout d'un coup une petite bulle de liberté qui s'ouvre avec des enfants, avec des collégiens, avec des lycéens. Et ça, c'est valable en musique, comme c'est valable dans le théâtre, etc. Et ça, c'est aussi aux politiques de faire en sorte que ces initiatives, elles soient mises en avant. On leur permette, une fois qu'ils ont fait leur petite expérience au sein du collège ou de l'école, on les a sur une scène, on les a au milieu d'un champ parce qu'on n'a pas le droit de se mettre dans une salle fermée. En tout cas, on trouve des solutions. Avec Cherceau, on se disait que peut-être, on ne va pas être trop ambitieux, mais l'idée d'expérimentation pouvait être une idée force pour une politique culturelle, c'est-à-dire des espaces d'expérimentation. Justement, le cadre n'est pas administrativement trop bien précisé, mais plutôt la relation de sincérité, et on a repensé à ça, est présente, pas la relation d'efficacité. Est-ce que vous avez bien rempli le cahier des charges efficacement? Une relation. Moi, ça me rappelle plutôt la période longue, parce que celle que tu racontais, le centre d'information du rock,
quand la rue Jean Lantier existait à la période Lang, on montait, on descendait les 5 étages et on sortait avec 4 projets parce qu'on avait rencontré des personnes qui disaient « Ah, tu fais de la service culturel à l'université, oh, ça m'intéresse, oh, oh, ça m'intéresse ». Et c'était éblouissant parce qu'on n'avait rien demandé, mais toute la moindre idée devenait une possibilité concrète, quoi. Mais tu vois, quand tu parles d'ouvrir un champ d'expérimentation, une possibilité d'expérimentation, ça me fait penser que on a fait un truc qui était, enfin, il y a eu un truc qui était un grand champ d'expérimentation, ça a été la fête de la musique. La première fête de la musique, c'est quand même le truc le plus expérimental qui ait jamais eu lieu, parce que même ceux qui en ont été à l'initiative se sont demandé ce qui leur arrivait. Donc voilà, on était dans une immense expérience. Alors pourquoi ne pas, effectivement, mettre en place une politique qui permette à un moment donné d'avoir, comme on a un carnaval, comme il peut y avoir des carnavals, mais avec le vrai sens du carnaval, c'est-à-dire le truc où une poussée de fièvre quelque part, avoir une journée, 2 journées, un week-end où c'est l'expérimentation de sa culture, de ses droits, de sa liberté, une expérimentation dans le respect d'une relation à l'autre, qui est le respect de ce qu'il est. Voilà, c'est... Très bien, tu veux arriver au droit culturel, là, comme tu es parti. Tu crois que je suis là pour quoi? Jean-Luc, le syndicaliste, il va dire quoi si on lance l'idée d'expérimentation qui ne respecte pas exactement toutes les règles, etc. Ça va peut-être pas marcher, ça, sinon. Il ne s'agit pas de ne pas respecter les règles. Je pense qu'il y a des tas de possibilités qui sont offertes. Et tout, c'est de savoir s'en emparer. Ouais. Parce que, par exemple, par rapport aux amateurs, il y a des tas de possibilités. Ah oui. Et par contre, j'ai remarqué une chose, c'est que tant qu'on n'a pas voulu légiférer, tout se passait bien. Oui. Et à partir du moment où il y a eu la LCAP, ça a été le chantier. C'est rien à dire. Ça m'intéresse. Quel chantier, alors, parce que Par exemple, il y a eu une limitation du nombre, alors je ne l'ai plus en tête parce que c'était il y a quelques années, mais chaque amateur a droit à une limitation dans le nombre de ses prestations, entre guillemets, ses apparitions sur scène. Et donc, moi, ça m'a fait hurler de rire, parce qu'on aurait monté une usine à gaz comme ça il y a 25 ans. Pour les professionnels, il n'y aurait jamais eu aucun problème dans les dossiers Pôle emploi, en parlant au niveau intellectuel, parce que rien n'a été fait, en fait. Il faudrait qu'à chaque fois qu'il y a un passage d'amateur sur le plateau, hop, dans les conditions, on parle bien avec billetterie, et avec des professionnels, que hop, on tape sur l'ordinateur. Et vous imaginez le nombre. Je m'appelle Jean-Luc Bernard. On a vu 2 Jean-Luc Bernard en même temps dans un avion, 2 Jean-Luc Bernard en même temps dans un hôtel. Alors, Jean-Luc Bernard, on est nombreux. Alors, faut une puce, il faut une puce. Faut une puce sur le petit doigt. Non, c'est du délire. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, et au possible, et au niveau de l'éducation nationale, il y a un problème crucial, c'est que les gens qui ont des envies osent s'exprimer. Que les instituteurs dans la machine éducation nationale ou les profs aient la capacité de se libérer et d'oser dire j'ai envie de faire ça, etc. sans craindre la hiérarchie, la jalousie, etc. Et là, les contraintes ont augmenté quand même, de plus en plus augmenté par rapport à la prise d'initiative. Donc il faut libérer la prise d'initiative. Ça pourrait être un bel axe, mais il faut aussi en face des services qui ne s'administrativent pas trop du côté, par exemple, de la mairie ou de la métropole, parce que c'est tellement décourageant de se retrouver. Alors, on va reprendre cadre, mais c'est pas un cadre, c'est de multiples cadres. Le cadre du travail, le cadre de la gestion de la comptabilité, le cadre de pas amener son sandwich parce qu'il n'est pas conforme au cadre de la santé. Enfin, c'est un peu affolant. Et personne n'a l'air d'être en situation de faire bouger tout ça, ce système un peu fermé. Et dans le rapport des amateurs, tu as une réponse à la réflexion de Jean-Luc. Il faut revenir sur la loi. Parce au départ, cette pré-enquête, elle est faite effectivement pour répondre au pourquoi est-ce que cette loi LCAP et son article 32, pourquoi ça ne marche pas vraiment bien. Qu'est-ce qui n'est pas compris? Qu'est-ce qui n'est pas compris par les gens?
Alors, je peux vous dire que c'est rien n'est compris par les gens parce que c'est tellement confus ce qui est demandé que ceux qui, à un moment donné, pouvaient travailler avec des amateurs, je parle par exemple des scènes de musiques actuelles, les SMAC, vous répondent, alors avant, on ne savait pas trop comment faire, mais on en faisait un peu, mais là maintenant, c'est terminé, on n'en fera plus de... On n'en fait plus du tout. Les amateurs, c'est pas la peine qu'ils viennent. Là-dessus est arrivé donc le Covid et la crise sanitaire. Donc ça n'a pas arrangé du tout les choses. Mais oui, c'est des grosses questions. Moi, je pense qu'il faudrait tout remettre à plat au sens de arrêter de faire des lois dans tous les sens qui servent à rien. Actuellement, ce qu'il faut, c'est retrouver quand même une certaine liberté. On ne l'a plus. Et par les problématiques de la loi sanitaire et par les problématiques de la loi sécurité. Parce qu'on se tape quand même un plan Vigipirate renforcé depuis la rentrée d'octobre. La loi sur le séparatisme, ça ne va pas être mal non plus. La loi sur le séparatisme ne va pas être mal non plus. Donc comme tout ça, on est en train de se le prendre sur le dos, d'être contraint, d'être enfermé, on nous empêche même de parler. Je ne sais pas si ça pourra passer, mais toujours est-il que moi je travaille énormément sur la possibilité effectivement de retrouver notre liberté, mais la liberté minimale de l'être humain, qui est de pouvoir dire bonjour à qui on veut et de pouvoir chanter une chanson avec qui on souhaite. et chanter une chanson si on en a envie, quoi. Alors, Bordeaux est peut-être le terrain sur lequel un centre d'expérimentation qui bloquerait un peu, enfin, qui dépasserait la loi, qui obligerait, parce que les collectivités ont une responsabilité possible d'expérimentation sur la question de présence de la musique dans la ville, on va dire, amateur ou pas. Essayer de préconiser des expérimentations qui seraient peut-être des zones d'observation et pas simplement l'application stricte d'une loi qui, vous le dites vous-même, vous êtes plus praticien que moi, n'a pas l'air d'être terriblement facile à appliquer. Et moi, j'avais fait l'analyse que l'amateur, c'était 4 fois négatif. J'avais fait un petit article disant qu'est-ce que c'est qu'un amateur dans la loi? C'est 4 fois négatif. L'amateur, c'est celui qui aime. Alors, on revient à notre discussion, qui a sa vie, qui passe par effectivement l'amour de la musique. Et à la fin, la loi lui dit bon, écoute, tais-toi, t'es 4 fois négatif. C'est quand même terrible. Donc, effectivement, remettre tout à plat. Mais de ce point de vue, c'est-à-dire que l'amateur qui fait la musique, c'est un être de relation d'humanité et donc il est positif. Voilà, il est positif. Alors, mais peut-être que la ville de Bordeaux pourrait lui suggérer de demander, de négocier avec le préfet ou la préfète une zone d'expérimentation et on pourrait se revoir pour dire quelle ça aurait à moins que la CGT, il faut, mais au moins que la CGT, le spectacle, uniquement, c'est le spectacle, vient de dire non, pas d'expérimentation, si vous chantez, il faut un patron. Moi, je pense qu'effectivement, on pourrait espérer que Bordeaux puisse être ce lieu d'expérimentation et les politiques de Bordeaux aller vers cela. Profiter de ce que la région, je te fais un clin d'œil, est en train d'essayer d'outrepasser la réglementation actuelle, ou en tout cas de proposer des choses. J'attends de voir comment ça va être reçu. Cela étant, on est quand même avec une préfète qui n'a pas l'air de comprendre ni ce que c'est que le droit, ni ce que c'est que le droit humain, ni ce que c'est que le droit culturel. Je ferme la parenthèse. Mais c'est extrêmement important. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Ah non, c'est pas la première fois. Qu'on soit convaincu d'apporter quelque chose à la négociation. Voilà. Mais là, moi, je suis prête effectivement à mettre toute mon imagination autour de la table avec tout le monde pour trouver des solutions. Mais je répète, si on travaille sur un lieu d'expérimentation, c'est un lieu d'expérimentation, et Jean-Luc, peut-être que je vais t'embêter, mais c'est un lieu d'expérimentation pour tout le monde. C'est-à-dire, quand je parle d'amateur et de la pratique en amateur, c'est de la pratique. Voilà, on a envie de faire, on a envie de jouer, on a envie de partager. Qu'à côté de ça soit son métier, ou qu'à côté de ça, on soit boulanger, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est à un moment donné, on se retrouve tous ensemble. Il faut qu'on refasse humanité, là, ça urge.
Et voilà, c'est ça qu'il faut demander. Jean-Luc, l'ombre du syndicalisme. Non, mais moi j'ai une phrase que j'ai répétée souvent au ministère ou ailleurs, c'est que les amateurs seraient mauvais, les professionnels tous bons, ma vie de responsable syndical serait simple déjà. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, bien entendu qu'il n'est pas question, pour moi, de laisser, comment dire, qu'il y ait une concurrence déloyale entre les deux. Voilà. Mais on a besoin des deux secteurs. Et des citoyens qui pratiquent la musique, le théâtre, le sport, ils sont quand même a priori plus épanouis, et donc la société va mieux. Et donc on a besoin des amateurs, il n'y a aucun problème là-dessus. Après, c'est l'utilisation, et je choisis mes mots, l'utilisation qui est faite par certains d'utiliser des amateurs, les instrumentaliser, parce que ça leur coûte moins cher, parce que si, parce que ça, ils vendent des bières, les amateurs leur coûtent rien, enfin, en plus les amateurs ramènent du public. On revient à la question des responsabilités. Et donc, il y a contrôle de responsabilité. Et le côté expérimentation, bien sûr, il faut que les gens jouent de la musique, il faut que les gens chantent, c'est vital. Mais l'expérience qui a eu lieu l'année dernière... Restons sur expérimentation. L'expérience qui a eu lieu avec We Are The Band à Dax, qui a été quand même une expérience relativement incroyable, c'est-à-dire que alors effectivement il y avait eu ça ailleurs, mais c'était plus ou moins comment on dit commercial entre guillemets, et peut-être à revoir dans l'expérience. Mais ce qui s'est passé là, c'est vraiment, ça part d'un désir d'amateurs, d'écoles de musique, etc., de jouer ensemble. On peut dire des personnes, donc des amateurs. Oui, des personnes de jouer ensemble. Et par l'intermédiaire d'une association qui gère studio de répète, etc., trouver une solution, une expérience, voilà. Et si on faisait un grand concert avec tous les amateurs? Ouais, mais là, on n'est que 10, il faudrait aller à droite, à gauche, etc. Et donc, on dit, on va essayer de faire un truc sur tout le département des Landes. Et là, il y a des musiciens, donc c'est le métier, des chefs de chœur, des batteurs, des guitaristes, etc., qui disent, et qui sont aussi profs, mais qui sont aussi musiciens, qui disent, OK, on part dans l'expérience et on va essayer de former un grand groupe. Voilà. Et ce grand groupe, il a dépassé un peu les Landes, parce que il y a des musiciens qui avaient un copain qui était de là-bas, etc. Donc voilà, il y a quelques personnes qui sont venues d'un peu plus loin, et ils ont, pendant 1 an, ils ont travaillé, ils ont répété, etc., etc. C'était de 10 à 70 ans, hein, les musiciens. Et chaque musicien qui a pris la responsabilité de faire les répétitions aux uns et aux autres, donc les batteurs, il y a eu ceux qui ont fait les partitions, ceux qui ont fait répéter, le chef de chœur, etc., etc. Et puis il y a eu le concert. C'était incroyable, mais absolument incroyable, quoi. T'en avais les larmes aux yeux. Mais ça, une expérience comme ça, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi ? Parce que ça n'est pas une expérience, comment dire, c'est parti des personnes pour aller vers les autres personnes. Voilà. Et tout le monde s'y est mis. C'est ça que je veux dire quand je dis il faut que ceux qui sont dans le métier et ceux qui ne font que pratiquer la musique soient tous ensemble pour faire la même chose. Duval avait fait ça avec l'ensemble de jazz contemporain de Chicago, là. Oui, l'Art Ensemble, ouais. Avec les batteurs, je ne me rappelle plus leur nom, il avait amené 3 ou 4 batteurs, et ils sont restés 3 semames, et tout le monde a bossé. Les batteurs de le conservatoire, mais aussi les petits gamins du centre social. Et ils ont pensé une partition, ça a duré 1h30, 2 heures. Chacun, il y avait une centaine. Il y avait 4 ou 5 spectateurs, parce que c'était pas fait pour les spectateurs. Moi, j'ai eu la chance d'être là. C'était absolument, comme tu dis, incroyable. J'ai encore ça dans la tête, où il y avait vraiment, comme vous disiez, tout leur partage, regard, etc. Là, c'était total. Tu avais des mecs de Chicago, qui étaient des vieux militants de l'Art Ensemble. Tu avais des petits gars
Sinon, c'était absolument vrai. Par contre, si on pense que c'est bien, dans ces cas-là, si on pense que c'est une expérimentation intéressante, dans ces cas-là, il faut lui associer un dispositif collectif d'évaluation pour ne pas se laisser évaluer soit par la préfète, soit par le machin, soit par le truc. C'est-à-dire qu'on prenne aussi le temps, en même temps qu'on dit on fait ça, on fait une action, on se donne aussi l'outil pour justement en évaluer tous les éléments pour pas qu'il y en ait un ou deux qui soient en situation, par exemple, d'avoir travaillé pour rien alors qu'ils attendaient d'être payés ou que d'autres ont été payés alors qu'ils n'avaient rien à demander. Et donc l'idée de monter un système d'évaluation sans le laisser, comme c'est le cas actuellement, à l'administration, sans le laisser à des forces extérieures. C'est-à-dire que ceux qui s'engagent dans le projet s'engagent aussi à être partie prenante de l'évaluation en disant moi j'ai été déçu par, ou ça j'ai accepté, ça j'ai pas accepté, ça j'aurais dû être payé, ça j'aurais, etc. Moi, ça me paraît être intéressant, non seulement d'expérimenter une action, mais d'expérimenter le système de tout à fait. la discussion, la confrontation. Mais là, on est quand même dans une région et dans une ville où on a quand même depuis un certain nombre d'années, n'est-ce pas, expérimenté justement ce qu'est l'auto-évaluation. Le travail que fait le RIM actuellement, mais qu'il l'a fait en tant que RAMA, etc., c'est quand même un boulot où on arrive à faire ça. Donc je pense qu'on est au bon endroit pour faire ça. Voilà. Sauf si Jean-Luc trouve que c'est pas une bonne idée, mais ne pas simplement dire il faut faire, mais il faut faire et en même temps se donner les moyens de confronter. De confronter les avis des uns et des autres et les situations des uns et des autres. C'est-à-dire dissocier l'action du sens de l'action et ne pas laisser le sens de l'action, alors soit aux journalistes, soit au business, soit à l'administration, et dire non, on est partie prenante. C'est un peu compliqué, mais en même temps, c'est peut-être ça qui peut nous sauver, c'est l'intelligence collective. C'est ce qui permet aussi. C'est ce qui permet aussi que les choses puissent évoluer. Et aussi et que les autres personnes puissent s'en saisir, c'est-à-dire qui fait que la chaîne s'auto-crée, quoi, qui continue. Un corrège permanent. Voilà. Si on met comme critère d'évaluation la question de la qualité de la relation entre les personnes, tu vas être obligé de toute façon de réfléchir un petit peu à comment est-ce qu'on organise ces critères d'évaluation, les commissions qu'il y a derrière, etc. Donc c'est ce que je dis, c'est pas si compliqué que ça. La seule question à se poser, c'est à qui on tend le micro, parce que si on parle d'auto... Avec quel pouvoir ? Voilà, avec quel pouvoir ? L'auto-évaluation, si c'est l'acteur culturel pour l'acteur culturel, si c'est entendu avec les politiques, c'est très bien, mais ça ne change pas grand-chose. Quand Marie-Josée parlait de l'auto-évaluation, c'est quand on a créé le RAMA, où l'idée c'était, vous êtes 12, c'est moi qui l'aurais proposé, vous êtes 12 opérateurs rock là, si vous organisez pas entre eux, moi je ne fais pas la navette entre le maire de Mérignac, le conseil régional. Il faut que vous vous organisez vous-même. Donc finalement, ils l'ont fait, et ils ont tellement bien compris qu'au bout de 6 mois, ils m'ont dit bon, on ne veut plus avoir le DRAC avec nous, on se débrouille tout seul. Le DIP. Mais des expériences comme ça, il y a actuellement, alors malheureusement on ne peut le voir que sur le net, puisque les cinémas sont fermés, autre drame de ma vie, mais il y a un documentaire qui s'appelle Le Grand Bal, je crois, et c'est donc pendant une semaine au fin fond de l'Allier, il n'y a que là qu'on peut faire des choses comme ça, il y a des gens qui dansent sur, a priori, de la musique traditionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des musiciens qui sont ou pas des groupes constitués, qui sont peut-être des musiciens amateurs, ça j'ai pas fouillé, mais en tout cas c'est absolument magnifique, c'est-à-dire que les gens viennent pour danser. Donc il y a 2000 personnes tous les soirs qui dansent, il y a plusieurs lieux de danse, et puis dans la journée, quand ils commencent à être bien réveillés, ils discutent sur, il y a des cours de danse, il y a enfin voilà. Comme chez Luba, quoi. Comme chez Luba à une époque, ou comme à Saint-Chartier. Ou comme à Saint-Chartier à une époque. Rappelez-vous Saint-Chartier. Vous êtes trop jeune, jeune homme. Mais Saint-Chartier, c'était quelque chose comme ça. Et sur les quais, c'est pas mal non plus. Et voilà. Mais il manque ça, c'est-à-dire ce truc qui est que on fait et on cause. Voilà, on fait, on cause, on en discute. Et avec des règles communes d'échange pour pas que simplement... c'est compliqué de dire aux politiques publiques qu'il faut qu'on arrive à inventer des critères d'évaluation qui vont rechercher l'imprévu. Sauf ici, parce que justement, c'est ce qu'attend l'adjoint au maire, il veut ça. Non, mais tout à l'heure, tu as émis l'idée que les gens ont évalué s'ils devaient être payés ou pas, etc.
réclamer, dire moi je pense que j'aurais dû être payé, c'est mon métier, etc. Mais ça, oui, on va placer des cartes syndicales là. Ben oui, il faut bien. Non, mais je pense que ça, c'est le genre de choses qui doivent être organisées en amont et. Non, je sais pas. Oui, ben, sur We Are the Band, c'était en amont. Dès l'instant où tu as si tu veux, une demande et un projet comme celui de We Are the Band, par exemple, il est bien évident qu'en amont, l'association dit, bon, il va nous falloir, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, donc il va nous falloir payer les répétitions, enfin les répétiteurs, les lieux, etc., etc. Tout le monde. Simplement, c'est fait en amont, les choses se passent, et je pense que si on ne veut pas se laisser avoir, il faut qu'après, il y ait un débriefing, on va dire débriefing. En disant, oui, mais enfin bon, je ne sais pas exactement, etc. Et que chacun puisse venir dire ce qu'il réclame. Mais ce n'est pas parce qu'il réclame qu'il va l'avoir, mais on garde l'esprit du collectif qui dit, oui, c'est quand même un bon argument, il a raison, etc. Et on arrête de dire, c'est la loi, on est plutôt dans on se fait la loi, on se fait une loi, mais c'est public, c'est transparent, etc. Enfin bon, on a dit qu'on changeait le monde parce qu'on est là pour ça, et en tout cas, on vous remercie d'avoir bien voulu nous aider à changer le monde. On va capitaliser tout ça. L'heure passe et on a dit qu'on respectait pas, qu'on respectait. Pardon. Moi, je continuerai bien encore des heures. Je vous laisse chacun la conclusion s'il y en a une. En tout cas, les perspectives pour ce qui vous concerne dans ces temps difficiles. Les cris de guerre ou les espoirs. Jean-Luc, il y a un espoir quand même quelque part. Oui, il y a l'espoir bien sûr. Et ce que j'espère, c'est que les jeunes musiciens auront autant de plaisir à exercer leur métier et à jouer que j'en ai eu dans toute ma vie, quoi. Ouais, et ben, ça, c'est une belle conclusion. On prend ça. Voilà, nous, déjà, on est là où on est, on a fait beaucoup de choses, mais c'est surtout ceux qui arrivent qui doivent aussi pouvoir faire mille choses et réinventer. C'est pas le même monde que nous. Marie-Josée ? Moi, je suis toujours, je suis une pessimiste optimiste, donc oui, j'ai de l'espoir. J'espère qu'on va pouvoir de nouveau aller écouter, voir, etc., tous ensemble. Et puis, j'espère aussi que tous ces musiciens, ces musiciennes, ces artistes en général vont pouvoir de nouveau être donnés et partagés avec leur public et avec le public en général, parce que c'est de ça dont on a besoin, et le public et les artistes. Enfin, on a besoin de redevenir des humains. Des humains libres et en capacité d'être encore plus humains avec les autres. Très bien, mais on se rappelle quand même que notre ami Ulysse a été obligé, parce que c'était les sirènes et que c'était la musique, de s'accrocher au mât et de mettre de la cire dans les oreilles de ses matelots, parce que les sirènes allaient tellement aborder qu'ils n'auraient pas passé le cap. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont de la cire dans les oreilles et ont accroché Ulysse au mât, et que les sirènes continuent à chanter, mais que le bateau continue à couler. Non, il ne coule pas. Bien, merci à vous deux, et puis peut-être à d'autres occasions. On va continuer, je crois, les sirènes sont éternelles, mais on a vraiment décidé à contribuer à la réflexion collective. Merci beaucoup à vous, les sirènes sont éternelles. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Cette émission a été présentée par Maëlle Lucas et Jean-Michel Lucas. Elle a été produite par l'association La Halle des Douvres, réalisée par Justine Loga et Samira Moumni, avec la complicité d'Agnès Rey et Kerton Lecoq.